La vie, c'est ce qui vous arrive lorsque vous étiez en train de prévoir autre chose. Cette citation représente bien le parcours hors norme de cette chef autodidacte qui apporte un souffle nouveau à la haute gastronomie française. C'est la première chef à obtenir une étoile pour sa cuisine entièrement végétale, une grande première dans l'histoire du guide Michelin. C'est à Arès, sur les bords du bassin d'Arcachon, qu'elle ouvre les portes de son restaurant ONA, acronyme pour Origine non animale, un restaurant qui suscite désormais l'intérêt du monde entier. Sa cuisine est avant-gardiste, colorée et hyper gourmande, mais surtout surprenante, avec des combinaisons de sapin, de cèpe et de saké, d'algues, de citronnelle et de galanga. L'expérience gustative est définitivement au rendez-vous. Elle donne à la cuisine végétalienne ses lettres de noblesse et pour elle, c'est la cuisine de l'avenir qui répond précisément à nos 5 besoins: écologie, biologie, éthique, humain et santé. C'est un immense plaisir de la recevoir dans ce nouvel épisode. Claire Vallée, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. J'ai hâte de découvrir votre parcours qui est absolument remarquable. Et pour commencer, je vous pose ma première question, celle que je pose à tous mes invités. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Par conviction, par passion, avant tout, par conviction aussi, et puis parce que c'est mon métier, que je l'ai choisi vraiment, de ma pleine volonté, de tout mon cœur. Donc, avant tout, c'est la passion. Vous étiez doctorante en archéologie avant de changer de voie. Comment on passe de l'archéologie justement à la haute gastronomie ? On y passe comme ça. En un claquement de doigts. Non, c'est vous savez, quand on commence dans cette voie de la réflexion sur la cuisine, on a envie d'aller toujours un peu plus loin parce qu'on apprend. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, je me suis retrouvée en Suisse pour faire une saison en salle. Et finalement, on m'a proposé un poste en pâtisserie. C'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai accepté parce que j'étais passionnée de toute façon de cuisine depuis l'enfance. Mes parents cuisinaient très bien, ma grand-mère, mon grand-père. Donc j'étais vraiment dans on va dire dans une famille qui était gastronome. Et du coup, on m'a proposé cette place et j'ai dit oui. Donc j'ai appris et puis ça m'a donné envie de plus en plus. Et j'ai dit mais c'est ça, c'est ma voie. Et finalement, au bout de quelques années, je suis partie ailleurs dans un autre restaurant. Et j'étais au garde-manger et le propriétaire m'a dit écoute, le chef part, il faudrait que tu passes chef. Et j'ai dit non, enfin moi j'ai pas les compétences, je suis autodidacte, je suis une femme, ça fait pas longtemps que j'ai appris le métier de cuisinier et de cuisinière. Et du coup il m'a dit non mais t'as pas le choix, c'est soit tu restes, soit tu passes chef, soit tu t'en vas. Donc là j'ai pris ok, moi je suis une challengeuse, donc j'ai dit allez, c'est parti. Vous avez lancé un grand défi là. Donc c'était le défi, c'est comme ça que j'ai vraiment persévéré dans ce métier-là et j'ai été chef très rapidement. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que vous aimez les défis, mais on est d'accord qu'entre archéologue et chef cuisinier, il y a quand même un monde. C'est un gap. Qu'est-ce que vous vouliez faire au départ ? Est-ce que vous vouliez être archéologue ? Est-ce que vous aviez l'image d'Indiana Jones ? Si, oui, j'avais cette image forcément d'Indiana Jones, je pense qu'on l'a un petit peu tous, et puis ce côté adrénaline, recherche aussi. Mais vous savez, dans la restauration, enfin dans la cuisine, il y a aussi cette adrénaline de la recherche, du fait de découvrir des saveurs, des alliances. Moi aussi, je voyage beaucoup, donc je voyageais déjà par rapport à mon métier d'archéologue, mais après, je l'ai aussi fait par rapport à la cuisine, parce que la gastronomie est partout dans le monde, c'est pas qu'en France, donc j'ai découvert aussi des tonnes de saveurs, d'épices, d'herbes, de racines. On va en revenir, je pense, après à la Thaïlande, etc. C'est voilà, un pays qui m'a touchée. Et du coup, il y a ce côté de la recherche peut-être dans la terre aussi, les mains dans la terre, avec les jardins, etc. C'est donc, vrai. Je pense qu'il y a quelque chose qui est commun entre les deux. Il y a un lien, en fait, entre archéologie et cuisine. Oui, complètement. Je pense. Pour moi, en tout cas. En tout cas, c'est la ligne directrice. Mais on est d'accord que vous êtes lancé dans un doctorat en archéologie, c'est quand même 8 ans d'études, après le bac, c'est bien ça. Alors du coup, comment ça s'est passé dans votre tête ? Est-ce que justement, vous aviez envie vraiment de tenter autre chose, une autre expérience, parce que ça vous plaisait, la cuisine ? Ou est-ce que vous avez quand même hésité ? Parce que vous êtes quand même investi beaucoup de temps, d'énergie, même peut-être d'argent pour vos études. Oui. Alors disons qu'à un moment dans ma vie, il s'est posé la question de l'âge et de l'argent aussi, comme on en parle. Et quand vous avez 26 ans passés et que forcément, là, il faut savoir quand même que quand vous êtes archéologue, vous gagnez pas d'argent. Et du coup, je me suis retrouvée en Suisse par rapport à faire une saison et je suis restée.
Pour financer vos études, en fait. Et ça m'a permis... En fait, j'ai trouvé la Suisse passionnante, j'ai trouvé les gens vraiment intéressants. J'ai eu un vrai échange. On m'a pris vraiment, en fait... je me suis retrouvée un peu dans une famille aussi. Et ça, c'était super... C'était très... Comment dire ? C'était particulièrement important pour moi. Et je pense que ça m'a fait décrocher de l'archéologie, oui. Et cette passion aussi de la cuisine que j'avais, parce que quand j'étais archéologue aussi, quand je revenais de fouilles ou de stages, etc., je faisais toujours un plat du pays que j'avais visité ou dans lequel je travaillais. Et j'avais toujours mes amis qui me disaient « mais tu verras, un jour tu vas ouvrir un restaurant, c'est pas possible, etc. » C'est vrai ? Fou. C'est dingue. C'est fou, hein. Et ça m'est resté. Et je me suis dit, avec les années, je me dis « mais ils avaient vu juste, en fait. » C'est vraiment quelque chose de... Mais ce que je trouve fou aussi, c'est qu'en fait, au départ, c'était simplement un job pour financer vos études, justement, la cuisine. Hein. C'était pas forcément votre objectif de départ. C'est quand même incroyable. En fait, plus que la cuisine, c'était surtout la salle. Parce que moi, en même temps que mes études, j'ai fait divers métiers. Hein. J'ai travaillé à la Brinks, en transport de fonds pour compter les billets de banque. J'ai travaillé à Interiors, des magasins de décoration, etc. Et j'ai travaillé aussi comme serveuse. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée dans la restauration, vraiment. Et que je me suis permise de partir à l'étranger pour aller trouver une saison, et c'est comme ça que ça a commencé. Donc on peut commencer serveuse et finir chef étoilé. Oui, bah écoutez... Non, voilà. Mais c'est beau, c'est un beau message en tout cas. Moi, votre parcours m'inspire beaucoup une citation que j'aime énormément de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Est-ce que ça vous parle ? Je trouve qu'elle est assez juste parce que quand on ne se pose pas de questions, finalement, on avance. Et il y a eu un moment où je me suis plus posé de questions. C'est intéressant ce que vous dites. Oui. Il y a eu un moment où quand j'ai eu le projet de faire ONA, j'ai eu beaucoup de problèmes à le mettre en place, hein, disons déjà avec les banques, hein, avec les services de banques qui ne voulaient pas me prêter, à cause aussi parce qu'il y avait peut-être cette image du véganisme, etc., en France qui n'était pas connue, le fait d'être une femme, etc., etc. Donc j'ai connu beaucoup d'embûches pour créer ce restaurant. Et en fait, il y a un moment, j'ai laissé le cerveau, je l'ai posé, j'ai dit allez hop, je le mets sur off et j'avance. Et c'est comme ça en fait que... Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Oui. Lequel ? Le fait aussi qu'on m'a dit oui, mais bon, c'est compliqué ton truc, tu vois, trouver un local, tu es une femme, tu n'es pas reconnue, tu n'as pas de diplôme dans la restauration non plus. C'est super les encouragements qu'on reçoit. Non, mais il y a eu ça quand même. Enfin, il y a eu quand même cette prise de conscience de la part des gens qui... Alors, il y en a qui m'ont dit c'est génial, mais il y a aussi d'autres qui m'ont dit attention, quand même, là, c'est un peu casse-gueule. Et en fait, ça vous a donné justement envie de le faire. Oui, et puis je me suis dit à un moment, de toute façon, si j'écoute les gens, je ferai jamais rien. Donc voilà. Est-ce que vous pensez que si vous aviez trop réfléchi, vous ne l'aurez jamais fait ? Oui, parce qu'à un moment, il y a aussi le côté financier. Moi, j'avais pas d'apport. Et donc, si j'avais commencé à penser à l'argent, je me serais dit... Enfin, j'y ai pensé, forcément. Ça a été un des leitmotifs pour l'ouvrir. Hein. Mais je me suis dit, il faut que je le finance autrement que les systèmes standards. Et donc, du coup, je suis passée par un système qui était complètement... nouveau aussi, avec crowdfunding, voilà, etc., etc. Oui, bien sûr. En fait, si je comprends bien, la leçon qu'on peut retenir de ce parcours, c'est faut pas trop réfléchir, en fait. Faut se lancer et on verra, en fait, sur le chemin ce qui se passera. On avisera et on réglera les problèmes petit à petit et on trouvera des solutions. C'est complètement exact et de toute façon, c'est un peu l'essence même de la vie. À un moment, c'est qu'il faut avancer, quoi. Mais on l'oublie souvent, hein. On l'oublie. Mais des fois, si on est toujours dans le mental, en fait, il y a rien qui se déclenche. À un moment, il faut de par l'action, se déclenche d'autres choses. Robert Greene, Evie Pompouras ou encore Mourad Merzouki, je suis très heureuse de vous annoncer que plusieurs guests ont rejoint l'équipe de Mentor dans l'application Studi que j'ai lancée au mois de janvier 2021 et vous pouvez désormais suivre les cours des meilleurs experts français et américains dans des domaines très différents. Pour rappel, Studi, c'est un programme et une application mobile pour développer vos connaissances en seulement 5 minutes par jour. L'idée, c'est de partager avec vous toutes ces choses qu'on n'apprend ni à l'école, ni en entreprise, mais qui ont pourtant largement contribué à la réussite des personnes que j'ai rencontrées et interviewées dans ce podcast. Vous avez d'ores et déjà accès à des dizaines de sujets différents, comme les finances, la productivité, la créativité, la négociation, le wellness ou encore les soft skills. En pratique, voilà comment ça fonctionne.
Tous les lundis et tous les jeudis, vous recevez un nouveau cours de 5 minutes directement dans votre boîte mail que vous pouvez lire ou écouter sous format podcast. Vous pouvez également accéder à tous les cours, répertoriés par catégorie et par guest, directement dans l'application mobile. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits dès le lancement de Studi et je vous remercie beaucoup pour tous vos retours positifs. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre communauté d'apprenants en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et n'oubliez pas, votre réussite dépend de votre niveau de connaissance. Lancer un restaurant, c'est déjà pas simple. Oui. Un restaurant vegan, encore moins. Et vous poussez la difficulté encore plus loin en choisissant de le faire dans le bassin d'Arcachon, une région plutôt connue pour ses huîtres et son foie gras, faut le dire. Est-ce que vous aimez la difficulté, Claire ? Oui. Non, mais à un moment, ça m'a paru logique en fait d'associer mes convictions à mon travail et à ma passion. Enfin, à un moment, il fallait aussi que je puisse m'exprimer et dans mon travail pour être complètement heureuse et satisfaite aussi de ce que j'avais à présenter. Je voulais en fait créer mon propre univers culinaire au travers de ma cuisine. Ouais. Et donc je me ressentais plus dans la cuisine traditionnelle. Et c'est comme ça que Kona est né en fait et que je suis partie de ce restaurant-là. C'est lors d'un voyage en Thaïlande que vous décidez de vous tourner vers une alimentation exclusivement végétale. Et moi, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé concrètement là-bas. Est-ce que vous avez vécu quelque chose en particulier ? Est-ce que ça a été une transition qui s'est faite progressivement ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir justement végane, enfin, d'adopter une alimentation végétale ? Écoutez, moi j'avais déjà voyagé en Thaïlande, c'est un pays que je connaissais très bien, et d'autres pays en Asie, mais je me suis installée là-bas pendant une année. Et j'ai découvert vraiment une cuisine qui est quand même très axée sur le végétal, sur les racines, les épices, les plantes. C'est une cuisine qui a une valeur vraiment, on va dire, santé. Ils sont vraiment très axés sur la santé. Chaque plante a une saveur, et là pour quelque chose également, au point de vue santé. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose dans les saveurs, il y a cette espèce d'umami qu'on retrouve aussi en Thaïlande, comme au Japon. Umami, oui, complètement. Avec l'équilibre entre le sel, le sucre, les piments. Enfin, c'est l'amertume avec les plantes. C'est très, très intéressant et ça m'a vraiment marqué. Et j'ai vraiment approfondi là-bas en allant manger dans des petites gargotes, en ayant une réflexion avec les gens sur place. Et quand je suis rentrée, j'ai dit oui, il y a quelque chose à faire avec ça, mais de le retranscrire aussi avec notre culture et avec d'autres cultures culinaires que je connais. Je suis partie en Inde, je suis partie un petit peu partout, donc que je voulais retranscrire aussi au travers de ma cuisine. Et oui, je pense que c'est des pays qui sont inspirants, oui. Donc finalement, cette année en Thaïlande, ça a été une véritable école pour vous ? Oui, parce que j'ai goûté à tout, j'avais le nez partout. Enfin, je suis une fouineuse, donc j'ai fouiné partout, j'ai goûté tout ce que je pouvais goûter. Du coup, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Quel est votre plat thaïlandais préféré ? J'adore les currys rouges ou verts au lait de coco avec les légumes, du riz, le riz gluant. Enfin, ils ont leurs propres légumes. Chaque légume est en fait associé aussi à un curry. Donc c'est pas n'importe quoi qu'on met dans les currys. Ouais, ça nous met l'eau à la bouche en tout cas. C'est ce que je mange en ce moment en tout cas. C'était l'hiver là, c'est bon, c'est réconfortant. C'est parfait. Il y a beaucoup de grands chefs qui s'inspirent de la cuisine asiatique. Qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas ? Mais comme je vous le disais, il y a une espèce d'umami en fait de travail aussi sur l'aspect déjà santé, nutritionnel, ça c'est important. Et cet aspect aussi donc très gourmand, ça y est. Cet aspect aussi, de l'umami qui existe et qui est moins présent, je trouve, dans la cuisine française où, on va pas travailler trop l'amertume, où l'acidité sera moins marquée, etc. Enfin, moi, cette cuisine me parle vraiment, c'est ma cuisine. J'ai l'impression que, vous savez, pour les entrepreneurs, on parle beaucoup de la Silicon Valley, c'est ce qui les inspire et ils reviennent totalement transformés de Californie. Et pour les chefs, c'est un peu l'Asie, justement. Ils reviennent aussi totalement transformés avec des nouvelles idées. Oui, ils font des choses incroyables. Complètement, mais ça l'a été aussi avec des artistes peintres. On a eu toutes les périodes japonisantes, etc. Aussi en début du siècle, enfin du XXe. C'est vraiment des endroits qui ont marqué, même dans l'architecture, etc. Sur le bassin d'Arcachon, on retrouve des toits Kyoto, qui viennent vraiment du Japon, donc c'est une source d'inspiration, l'Asie. Je pense depuis de nombreuses années.
Mais alors, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de chef étoilé en gastronomie végétale là-bas? Je ne sais pas. Vous demanderez au Michelin. Je ne sais pas. Quels sont les critères? Je ne sais pas. Je suis très heureuse que ça soit nous qui l'apportions aujourd'hui, mais oui, forcément. Après, je ne sais pas si le guide voulait attendre de faire une étoile à France avant d'en donner ailleurs. Je ne sais pas. Je me suis posé la question. Je ne sais pas. Pour garder ce prestige un petit peu à la française. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas la réponse. Il faudrait leur demander. Et justement, il y a beaucoup de polémiques autour du guide Michelin et de l'attribution des étoiles. Et on se souvient justement du chef Marc Vera qui a poussé un énorme coup de gueule après avoir perdu sa 3e étoile. Vous, Claire, vous pensez quoi de tout ça? Moi, je pense que cette année, il y a eu aussi cette polémique de dire que les restaurants n'auraient pas mérité leur étoile cette année, parce que comme on a réouvert qu'au mois de juin et on a été reconfiné au mois d'octobre, le guide n'aurait pas pu passer. Sincèrement, moi, je trouve qu'au contraire, ceux qui ont eu l'étoile cette année, c'était un peu les warriors, quoi, parce qu'il fallait le faire. Les conditions dans lesquelles on a dû ouvrir étaient quand même nouvelles. C'était très compliqué. On a perdu des collègues aussi de travail qui ne voulaient pas travailler à cause du Covid. Je pense que je ne suis pas la seule. Il a fallu très vite réagir. Sincèrement, nous, on n'a pas vu le guide Michelin parce qu'on a été noyés sous le monde. Hein. On avait tellement de clients qu'on les a pas vus et en général, ils se présentent à la fin. Et là, ils se sont pas présentés, donc on ne savait même pas s'ils étaient passés. En tout cas, ils sont passés, on le sait. Et ces polémiques d'attribution ou pas, je ne sais pas. Enfin, après, c'est sûr qu'en perdre une étoile, oui, ça fait mal, oui, forcément. Je peux pas vous dire, nous, on vient d'en avoir une, donc on est très, très honorés de l'avoir. Et c'est un beau, comment dire, c'est quelque chose qui est quand même incroyable. Enfin, voilà, pour nous, c'est de l'ordre de l'incroyable. On ne pensait pas du tout avoir une étoile Michelin. On l'a eu. On s'est dit à un moment peut-être que c'est possible, mais comme ça s'était jamais fait, on n'avait aucun recul par rapport à ça aussi, donc voilà. Mais c'est étonnant ça, parce que vous nous dites, ils sont venus au restaurant, hein, visiblement, puisque vous avez l'étoile, mais ils se sont pas présentés. Or, ils sont obligés de le faire, je crois, non? Non, pas du tout. D'accord. Non, ils se présentent à la fin du repas, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation? Non. D'accord. Donc ça a été la grande surprise. Ah c'était la surprise. C'était la vraie surprise. Mais comment vous savez qu'ils sont réellement passés, je veux dire? Parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils nous ont parlé du menu sur le guide, etc. Ah, d'accord. Donc on a vu qu'ils étaient ils étaient venus en juin. C'est le menu du mois de juin. Parce que nous, on fonctionne en menu avec des thèmes sur les mois. Donc on sait. D'accord, ok. Ça, c'était le petit indice. Oui. Ok. Au-delà de l'aspect business, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette étoile? Est-ce que vous la considérez comme une consécration? C'est une belle reconnaissance, parce que forcément, moi, je ne suis pas issue du métier, hein, donc je suis autodidacte. Je n'ai pas fait non plus de formation, donc j'ai vraiment appris sur le tas, donc je n'ai même pas fait d'équivalence. Et du coup, oui, pour moi, c'est important, c'est une belle reconnaissance de la part de la profession et de ses pairs, entre guillemets. Oui. Oui, c'est important. Ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que vous la cherchiez? Est-ce que vous avez travaillé dans ce sens pour l'obtenir? Alors, on ne la cherchait pas au départ. Au bout d'un moment, disons que comme le guide du Michelin s'est présenté, et le Gourmet aussi, on a su dans quel sens il fallait aller aussi. Dans le sens où il nous aiguille aussi en disant, bon, ça c'était bien, mais ça c'était moins bien. Oui, ça c'est bien, mais ça il faudrait... Et du coup, bon, alors soit on écoute les conseils, soit on les écoute pas. Est-ce qu'on les prend en compte? Bon, voilà. Moi, j'ai pris en compte certaines remarques, parce que même si c'était pas le Michelin, je prenais aussi les remarques de mes clients ou de mes amis. Et je trouve que c'est comme ça qu'on évolue dans la cuisine, et on ne sait pas tout non plus. Et disons que maintenant, on est étoilable, donc on l'a eu. Mais j'ai pas cherché dans le sens à l'avoir absolument. Mais oui, forcément, on y a pensé, et elle a commencé à nous traverser l'esprit à un moment. Parce que quand ils viennent une fois, 2 fois, bon, on sait qu'ils sont là. Donc, Et en tant que professionnel, est-ce que vous trouvez que leurs remarques sont pertinentes? Oui, forcément. De toute façon, toutes les remarques sont pertinentes, du moment où elles sont bien amenées. Moi, je trouve que pas toutes. Parfois, il y a des remarques qu'on pourrait s'en passer. Oui, mais bon, en général, c'est des professionnels quand même qui viennent. Donc, ils vont nous aiguiller sur quelque chose qui est quand même intéressant. On ne parle pas de quelqu'un de lambda quand même. Donc, oui. Ils vous ont demandé d'améliorer quoi, par exemple? C'est pas forcément d'améliorer, c'est de rajouter un plat ou quelque chose comme ça, ou
Qu'est-ce qu'on a eu comme remarque de diversifier. Bon, ça, j'ai pas tenu compte. D'aller chercher des produits un peu plus rares ou des choses comme ça. Mais moi, je marche vraiment en local, c'était très compliqué pour moi aussi. Donc, j'ai pas... Voilà, oui, il y a des choses que vous prenez en compte et d'autres pas. Oui. Mais en tout cas, il y a des standards, en fait, de la haute gastronomie et il faut entrer un petit peu dans ces cases. Je sais pas si c'est un standard. Après, on écoute ou on n'écoute pas. Pardon. Mais si on n'écoute pas, on n'a pas l'étoile. Je sais pas si on l'a ou l'a pas. Enfin, moi, j'ai pas tout écouté non plus. Donc, je peux pas répondre vraiment à ça. Sincèrement... c'est normal qu'ils disent oui, ça c'était bien ou c'était pas bien. Enfin, donc comme un client vient vous voir et vous dire ça c'était moins bien et ça c'était bien. Sauf que c'est le Michelin, donc vous l'écoutez. Est-ce que c'est une grande famille, le monde de la cuisine, ou est-ce qu'il y a quand même une concurrence acharnée ? Moi, j'ai l'impression que c'est une grande famille quand même. Moi, sincèrement, j'ai jamais senti vraiment d'animosité. Ça peut arriver. Il y aura toujours des réfractaires. Mais en général, j'ai reçu des messages de partout en France. J'ai eu le chef du Meurize qui m'a envoyé un message. J'ai eu le chef Etchebest, Mauro Colagreco. J'ai eu Georges Blanc. Donc, vous avez senti un vrai soutien, oui, en fait. Vraiment. Et pourtant, bon, voilà, je suis d'accord que bon, le végétal, on n'adhère pas. Mais je pense que tous ces chefs-là sont sensibles au végétal. Ils en mettent tous dans leur cuisine. Vous voyez de plus en plus les assiettes se végétaliser. Donc, de toute façon, on ne peut pas passer à côté en même temps, Claire. On sait qu'il y a quelque chose on va avoir besoin dans les prochaines années, de toute façon. Si on ferme les yeux sur ça, c'est qu'on est un petit peu à côté de la plaque. Oui, à mon mais sens. on est obligé. Donc, on ne pourra pas nourrir tout le monde avec de la viande. Et c'est un fait. Maintenant, il faut trouver des solutions. Mais il faut consommer autrement. Et je pense que le végétal peut amener à une solution, partiellement. Est-ce que vous ne mangez plus du tout de produits d'origine animale ? Je suis complètement transparente, je ne mange plus de viande depuis des années. Par contre, ça m'arrive de manger du poisson si je vais chez des chefs et qui n'ont pas de possibilité de faire de plats végétariens ou véganes. Ça peut m'arriver, mais bon, ça m'arrive une fois ou deux par an, ou plus, mais bon, ça dépend des... Voilà. Alors, je sais que ça peut heurter des véganes. Mais après, voilà, je préfère être transparente parce qu'après... je sais qu'on va bien, mais non, je vous ai vu, vous avez posté ça, etc. Ah, mais vaut mieux être transparente, voilà, je suis d'accord avec vous. Je suis transparente là-dessus et j'ai pas de honte. Et puis voilà. Après, voilà. Moi, je me suis jamais revendiquée végane intégriste. Forcément, je porte forcément sur mes épaules parce que je fais de la cuisine végétale quelque chose, mais je pense que la vérité est vraiment au centre. Après, il faut de tout pour faire un monde. Et forcément, je respecte grandement ceux qui le sont complètement. En tout cas, vous permettez à de nombreuses personnes qui ne sont pas véganes de découvrir la cuisine végétale. Et tout un univers, finalement. Oui, et puis ils sont très curieux, finalement, et très surpris. Voilà. De la découverte, en général. Tous ces clients qui viennent manger chez nous s'attendent pas à manger ça, en fait. Et d'ailleurs, vous dites que 95%, c'est ça, de votre clientèle n'est pas végane. Complètement. 95% de ma clientèle n'est pas du tout végane. C'est hyper surprenant. Oui, mais en fait, c'est des curieux, des gastronomes qui viennent avant tout. Et donc, du coup, ils viennent par intérêt et aussi parce qu'on n'est pas une niche. Vous n'avez pas de niche végane sur le bassin d'Arcachon. Oui. À Paris ou dans les grandes villes, oui, vous avez c'est plus commun, ce côté où vous avez des gens qui le sont, enfin voilà, des associations, tout. Mais chez nous, non. Donc du coup, c'est plutôt des gens qui viennent de partout. Oui. Et donc du coup, qui ne sont pas véganes. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment remarquable de permettre justement de leur découvrir cette cuisine-là. Et Claire, j'ai appris que vous avez été approchée par M6 pour participer à l'émission Top Chef. Une super visibilité pour vous, hein. Pourtant, vous avez décliné l'invitation. Pourquoi ? Oui, à l'instar d'une autre personne qui a fait Top Chef, d'un autre chef qui l'a fait. Mon restaurant est un restaurant 100% végétal. Je ne voyais pas faire de la viande ou du poisson. Oui, c'est pas cohérent. C'est dissonant par rapport à ce que j'ai mis en place. Alors moi, ce que je fais dans le cercle privé, ça c'est ma vie, ça ne regarde que moi. Je suis transparente, je vous en parle, etc. Mais ce que je montre aussi aux gens, c'est autre chose. Et des gens qui sont, voilà, qui
qui ont foi, enfin voilà, dans ce mouvement aussi de végétal, et aller travailler de la viande, du poisson, lorsque moi déjà la viande, j'en consomme plus du tout. Comment voulez-vous que je fasse un 7 ans complètement de A jusqu'à Z, si c'est le thème, c'est pour remplacer la viande, si le thème c'est du filet de bœuf, ça n'a aucun, ça n'a aucun sens, c'est un non-sens. Oui, vous vouliez rester cohérente. Voilà. Mais j'imagine que c'est quand même un choix difficile à faire que de refuser une belle proposition comme celle-ci. Ou alors, c'était pas du tout une belle proposition pour vous? C'est qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Je sais pas. Ça m'a... Surprise, ça m'a, étonnée. non, ça m'a, comment dire, ça m'a interrogée. J'ai été interrogée quand même sur le choix de... Ils savent très bien que je fais du vegan à 100%, enfin de la cuisine végétale à 100%, et aller me proposer de... Ça veut dire qu'ils pensaient qu'aux premières épreuves, parce que j'ai vu que les premières épreuves étaient vraiment axées sur le végétal. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils pensaient que dès le premier épreuve, j'allais peut-être dégager, que c'était le plan, ou hein. est-ce que, je pense pas quand même, ou est-ce que, ils y ont pas pensé, mais enfin, il y a un moment, moi, ça me permet, je vais pas cuisiner de la viande lorsque j'ai un restaurant 100% végétal. On a envie de leur dire, mais allô les gars, vous avez pas vu mon profil et mon site donc internet. je leur ai dit, mais vous avez vu, ce que je fais, mais non, ça m'a surpris qu'on me propose en fait ça. Donc après, quand j'ai vu qu'un candidat, qui était chef dans un restaurant végétarien, ça m'a surpris aussi. Après, oui, peut-être, mais je vois pas comment, quand on arrive sur une épreuve sur la viande, on peut le faire. Alors, voilà. Mais bon, moi, c'est parce que c'est mon restaurant, c'est mon bébé, et donc, bon. Ouais. Je comprends votre étonnement par rapport à ça, honnêtement. Donc, j'ai envie d'être aussi transparente et de faire les choses aussi correctement, je pense. Alors maintenant, Claire, que vous avez une étoile, c'est pas comme candidate qu'ils vont vous prendre, mais plutôt comme membre du jury, n'est-ce pas? Membre du jury, je sais pas, parce que c'est pareil, s'il faut que je goûte la viande et le poisson, etc., ça va être un peu compliqué. C'est vrai. Ou alors comme guest. Ils reçoivent souvent des guests. Oui, en guest, oui. Guest, ou oui, c'est ce que je disais. Là, c'est intéressant. Ça vous plairait? Ouais, ça serait drôle de pouvoir faire une épreuve ou d'être avec un autre chef aussi pour la faire. Ça serait même top chef. Ouais, ça serait top chef, exactement. Alors Claire, depuis quelques années maintenant, j'ai l'impression que toute votre vie tourne autour de votre restaurant. Est-ce que vous arrivez quand même à vous accorder quelques moments rien que pour vous? Oui. C'est un petit oui quand même. Si, je le fais. Après, même quand je suis dans mes moments à moi, forcément, des fois il y a des impondérables, vous êtes obligé de répondre par rapport au restaurant, ou enfin voilà. Oui, c'est la priorité, le restaurant. Et c'est le bébé. Donc voilà, quand il a faim, quand il a soif, il faut aussi s'en occuper. Quand il pleure, voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe avec Ona. Et voilà. Alors même si moi, Claire, je vais être honnête avec vous, je pense que c'est une mauvaise chose, c'est totalement personnel, de considérer son projet, son business comme un bébé. Oui. Vraiment. Bon, moi c'est mon bébé. Voilà. Vous, c'est quand même votre bébé. C'est chacun. Écoutez, vous avez votre opinion, j'ai la mienne. Voilà, c'est parfait. C'est surtout pour éviter justement d'entrer dans, vous savez, cette spirale où on peut plus se détacher, on a du mal à déléguer, on a du mal à, vous savez, avoir un peu de jours off. Mais il y a beaucoup de personnes et beaucoup de restaurateurs comme ça qui tombent dans des burn-out. Vous avez un appareil qui est en panne et qu'il faut réceptionner le gars qui va venir réparer le lave-vaisselle ou ce que vous voulez et qui doit être là à 10h. Mais c'est votre jour off. Mais sinon, il n'est pas là le lendemain. Mais le lendemain, vous ouvrez. Et si vous n'avez pas le lave-vaisselle, ça handicape tout votre staff parce que c'est lui qui va devoir... C'est la personne qui est déléguée à la vaisselle qui va devoir faire la faire à la main. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah bah non, j'ai pas voulu me bouger le cul pour le... Enfin, pardon. J'ai pas voulu venir ce jour-là au restaurant parce que j'étais en off. Donc tu vas faire la lave-vaisselle à la main. Non, c'est des choix. Il y a des choix, il y a des moments aussi où je décide que là je suis complètement off et là je suis pas disponible. Ça j'arrive à le faire quand même. Sinon je suis pas non plus enchaînée à mon travail. Mais il y a des moments où quand il faut être disponible, on est là. Vous avez raison, c'est des choix. C'est des choix, des choix de vie. Puis moi, c'est un choix que j'ai fait aussi. J'ai décidé d'avoir Ona. Il y a une responsabilité derrière, vous savez. Vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas chef de votre restaurant et propriétaire de votre restaurant. Comme ça, en vous disant, allez, j'ai 2 jours off, je m'en vais, je me barre avec ma copine ou mon copain, et puis on part en vacances, et puis les autres, ils restent là, et puis moi, hop. Je fais ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Vous avez une responsabilité envers vos clients, envers vous, envers votre restaurant et envers vos employés.
Donc ça, c'est important. C'est une question de responsabilité. Ouais. Moi, je me sens responsable de tout ça. Donc je fais au mieux pour que tout ça, ça fonctionne. Et quand tout ça, ça fonctionne et qu'il n'y a pas de couilles, entre guillemets, qu'il n'y a pas de problème, Là, vous pouvez respirer, ça va, vous êtes satisfaite. Là, je me dis, bon, voilà. Mais s'il y a quelque chose de prévu parce qu'il y a eu un problème, voilà, le jour d'avant, bah si il faut que je sois là, je serai là. Parce que je ne vais pas handicaper tout le monde, parce que juste pour mon confort personnel. Ouais, je comprends. Mon confort personnel. Mais c'est bien, c'est parce que vous avez l'essence des responsabilités. Et vous savez, dans un certain sens, je comprends quand vous dites que votre restaurant, c'est votre bébé, parce que même le nom que vous avez choisi, Ona, je trouve que c'est un joli nom d'une petite fille, en fait. Oui, peut-être. Donc finalement, je comprends. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimez faire pour vous ressourcer? Alors, j'aime beaucoup marcher quand j'ai le temps. Voilà. Alors, quand j'ai le temps, je vais marcher avec mon chien, avec Shanti. C'est mon deuxième bébé. J'aime beaucoup aller dans les restaurants. J'aime beaucoup découvrir la cuisine des autres chefs. Ça aussi, ça me ressource, ça me fait vraiment déconnecter aussi de ma partie à moi. J'adore aller dans les concerts. Ça, c'est ma grande passion. Vous êtes fan de rock'n'roll, c'est ça? Ouais, je suis fan de rock'n'roll. C'est qui votre groupe préféré? Oh, je sais pas, j'adore Metallica. Ok, comme ça nous donne une idée. Voilà, ça c'est plutôt métal. Après, j'en ai plein d'autres, mais voilà, j'adore le rock des années 70, les Pink Floyd, etc. J'ai été voir Roger Waters en concert. Enfin, je suis une grande fan de rock. Mais on ressent ce côté rock'n'roll dans votre cuisine. Oui, aussi, ouais, un peu avant-gardiste aussi, un peu hors case. Ouais. Est-ce qu'il y a de la place pour une vie personnelle ? Il y a de la place. Après, c'est une question de choix. Moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir de famille, dans le sens où je ne me suis pas mariée et je n'ai pas fait d'enfant, parce que je n'avais pas la place pour ça. Je ne voulais pas que mon enfant soit élevé par une nounou ou une belle maman, même si d'autres le font, et c'est le choix de chacun. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Moi, c'est mon choix. Je parle en mon âme et conscience. C'est mon avis à moi, mon propre choix. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je ne voulais pas personnellement infliger ça à un enfant. Et je voulais être responsable aussi de mon enfant et lui donner mes valeurs et avoir du temps pour lui. Et je vois que même mon chien, je n'ai pas tout le temps pour lui, donc j'ai un ami qui s'en occupe beaucoup. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué de réussir les deux ? C'est une question de choix. Et je pense qu'il faut trouver le bon partenaire aussi, pour qu'il soit disponible. Bien évidemment, oui. Sinon, si les deux travaillent à 100%, ça commence à être très compliqué, je pense, mais bon, certains le font, hein. Comme je dis, c'est une question de choix. C'est une question de valeur, ça dépend comment on veut éduquer ses enfants. Il fallait trouver le bon partenaire. Est-ce que c'est pas évident, et puis est-ce que je l'aurais fait, est-ce que je l'aurais pas fait? Bon, voilà, moi j'ai 41 ans, sincèrement, je me vois pas du tout avec un enfant maintenant, encore moins. Est-ce que ce sera toujours le cas, même dans quelques années? Sincèrement, je suis quand même je bouge beaucoup. Je suis très demandée. Je vois que ça me fatigue quand même beaucoup. S'il fallait que porter un enfant dans un contexte comme dans le contexte dans lequel je vis, ça sera compliqué. Et surtout, vu mon âge, ça sera aussi compliqué, je pense. Donc c'est pas non plus sain non plus de le faire. Mais vous l'avez dit, la vie, c'est une question de choix. Oui, c'est une question de choix. Et finalement, vous faites des choix et vous les assumez. Et je me ressens pas du tout. Je suis tout à fait claire avec moi-même là-dessus. C'est le plus important. J'ai pas de frustration. De frustration là-dessus. J'ai des amis qui ont des enfants de bas âge, etc. Je suis un peu la tati. Donc que je gâte, enfin voilà, et j'adore les enfants, c'est pas un problème. Au contraire, j'adore jouer avec les enfants. Mais disons, du coup, les enfants des autres de temps en temps, ça me va très bien. Je suis la tati qui gâte, et puis voilà, ça va très bien. Et ça vous convient très bien. Ça me va très bien, voilà. Des milliers de nouveaux restaurants ouvrent chaque année. Des milliers font faillite aussi. C'est un marché ultra méga concurrentiel. Selon vous, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est l'excellence? Alors, il y a l'excellence, mais bon, il y a l'excellence, c'est sûr. Il y a le côté créatif aussi. Parce que maintenant, les clients sont de plus en plus demandeurs de créativité dans les assiettes. Hein. Et on voit que l'émergence des nouveaux chefs, c'est quand même des chefs qui sont quand même sur la créativité, qui sortent un peu, qui ont de la cuisine fusion, qui ramènent des épices, qui ramènent du végétal, qui ramènent beaucoup de... Donc, je pense que c'est
ces restaurants-là qui fonctionnent. Et les clients sont de plus en plus critiques là-dessus, parce qu'ils vont à des émissions de cuisine, parce que ils se font propre critique aussi. Ils ont leur propre opinion de comment le restaurant doit être tenu. Donc ça aussi, je pense que ça joue. Est-ce que ça, c'est un côté qui vous agace un peu ? Oui, la critique facile sur les sites comme comment ça s'appelle, TripAdvisor, etc. Moi, j'ai été vraiment dedans au départ, vraiment. Et c'est cet été, où j'ai arrêté. Ça m'a rendu malade, en fait, de devoir répondre, parce que des fois, c'est méchant. Des fois, ils remettent ça aussi hors contexte, etc. Et du coup, c'est facile. C'est facile d'être critique. Tout le monde peut être critique. Moi aussi, je peux arriver. Je peux aussi défoncer. Désolée, je parle mal. Je peux aussi mettre un mauvais commentaire sur le restaurant parce que le serveur ce jour-là. Mais c'est un jour aussi. Vous en savez rien ce qui s'est passé dans la tête de la personne. C'est très facile de critiquer. C'est toujours très facile. Après, quand on est derrière, c'est une autre chose. Quand on travaille vraiment dans une cuisine, etc. Et qu'on y est tout du matin jusqu'au soir, de 5h du mat jusqu'à 2h du matin, ce qui a été mon cas, sans pause, etc. Là, on peut en parler aussi. Donc, du coup, j'ai arrêté. Mais ça vous touche, ce genre de commentaires ? En fait, au début, ça touche. Et il y a un moment, ça touche plus. En fait, il y a un moment, on arrête de regarder. Donc là, moi, j'ai arrêté. Et je ne réponds plus parce que je m'enflammais. Donc, en plus, j'avais la répartie assez sympathique, singulière. J'imagine, donc, oui. Mais toujours très fine. Mais un peu cinglante. J'aime bien l'humour décalé. Donc... j'avais les bons mots. Et là, donc, j'ai arrêté de me battre parce qu'en fait, c'est se battre Vous contre perdez beaucoup de temps moulins, et d'énergie. Voilà, des moulins à vent. On ne peut pas plaire à tout le monde. Combien de temps ça prend de créer un plat entre la première idée et le moment où vous le mettez sur carte ? Déjà, j'ai bien 2 semaines de réflexion papier. D'accord. Où je fais des croquis, etc. Et je laisse descendre parce que des fois, il y a un truc qui ne marche pas. Je dis ça, il me manque quelque chose. Et le fait vous laissez macérer l'idée. Voilà, mais j'ai l'idée qui travaille, des fois la nuit, je griffonne, machin, je me réveille, tiens, j'ai trouvé, ça y est, bing. Ah oui, d'accord. Oui, et du coup, en fait, j'ai des croquis aussi pour voir la construction du plat, si elle est cohérente ou pas, s'il manque quelque chose aussi en visuel aussi, parce qu'il y a un moment où s'il manque un élément craquant, enfin voilà. Et après, le temps de mettre en place, alors au début, on mettait ça en 1 jour et demi. Maintenant, il nous faut bien 3 jours de mise en place pour le mettre en place en fonctionnant toute la journée avec les équipes et avec la salle qui nous donne un coup de main en plus. D'accord, ok. Parce que c'est quand même... on va dire que dans chaque plat, alors les gros plats, il y a au moins 30 ingrédients. Ah oui, c'est beaucoup, hein. Ouais. Donc en fait, alors, je parle pas dans les... Voilà. Mais nous, moi, j'ai une cuisine qui est complètement différente aussi des autres chefs. Les autres chefs travaillent avec 2 ou 3 produits, développent ce goût-là et n'en mettent pas plus. Ouais. Moi, en fait, c'est un peu comme quand vous regardez le dessin animé Ratatouille, quand il met dans la bouche et qui fait boum, boum, et que ça commence à... Voilà. Et à un moment, ça fait boum, 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 boum. C'est un feu d'artifice. Moi, c'est ça. Voilà. Ma cuisine, elle est comme ça. Donc, en fait, il y a une première bouchée, après, il y en a une autre. Après, sur l'assiette, vous prendre ça et puis mélanger avec ça fait ça et puis bing 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 et en fait ça fait ça, voilà. Donc en fait j'ai beaucoup d'éléments dans l'assiette. Il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup aussi de goût, mais mis bout à bout, c'est pas antinomique. En fait, ça va ensemble, sinon ça marche pas. Pour moi, je travaille avec une bibliothèque interne où avant la création des plats, j'imagine ça, est-ce que ça marche avec ça ? Mais en fait, j'ai déjà le goût dans la bouche. J'ai déjà dans la tête et dans la bouche. Je sais pas comment vous expliquer. Mais justement, moi, je suis très curieuse. Par exemple, que l'estragon, ça peut aller avec ça, avec la fraise, parce que je sais qu'ensemble, ça match. Voilà. Donc, du coup, quand je cherche, je me dis, voilà, ça, c'est la saison de ça. Donc, je commence là-dessus. Et je commence à réfléchir. Voilà. Et là, bing, bing, bing. Et dans ma tête, je fais des associations. Et je cherche des associations aussi. Je travaille beaucoup de légumes en dessert aussi. J'adore. Voilà, aller avoir des choses un peu spéciales. Oui, je sais que vous aimez bien casser les codes. Voilà. Justement, je suis très curieuse des processus de création. Et quel est le vôtre ? Est-ce que vous écrivez plein d'idées sur un carnet, par exemple, et puis après, vous commencez à faire des essais, à faire vos croquis, puis ensuite des essais ? Comment ça se passe concrètement ? Oui, c'est à peu près ça. Je fais en fait donc j'ai un carnet dans lequel je dessine. Et après, pour l'élaboration du menu, j'ai un mur de carrelage où on fait sur le carrelage, je marque tous les éléments que chacun doit travailler. Je le marque aussi sur une feuille tapée. Et on travaille à l'ancienne. Et après, je fais aussi, moi, de mon côté et de l'autre côté, des schémas avec tout ce qu'il y a en schéma, des dessins en fait. De chaque plat, etc. Dans le sens, avec l'assiette qui va avec aussi, etc. Il faut le garder précieusement, ce carnet. Hein. Oui, mais en fait, c'est des feuilles et tout ça, je les ai gardées au fur et à mesure.
Est-ce que vous avez identifié des moments précis où vous avez vos meilleures idées ? Retour de voyage, dans les voyages. Ça c'est très important pour moi, le fait de sortir. C'est toujours pareil, de sortir du cocon, du confort. La nature aussi, forcément. La nature, le voyage. Là, par exemple, j'ai un futur projet avec l'Institut du monde arabe. Voilà, je ne sais pas si je peux en parler, mais voilà. Et donc, une exposition, là aussi, bing, voilà. Parce que je vais être sensible à une couleur ou à un parfum, ou je ne sais pas comment vous expliquer. Non, je suis mais sensible aux je sens, comprends. en fait. Mes sens sont sensibles un peu à tout. Vous avez besoin d'être stimulé. Je suis une hypersensible. Je suis diagnostiquée vraiment hypersensibilité, vraiment. Et donc, du coup, je suis très sensible à tout ça. Ça me touche, tout me touche, mais vraiment à un degré qui est viscéral. Donc, de ça, au début, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à m'en servir. Et maintenant, je m'en sers un peu comme une force pour créer. Parce que ça me touche et je vais pouvoir avoir peut-être un ressenti qui sera différent. Je ne dis pas que je suis différente des autres, mais qui est peut-être différent de la plupart des gens que je connais. Mais en fait, c'est ça, c'est la réalité que moi j'ai constatée au fil de ces entretiens et de ces différentes rencontres que j'ai pu faire. C'est que c'est jamais vraiment en se mettant devant un bureau avec une feuille blanche qu'on a ses meilleures idées. Au contraire, c'est presque toujours en faisant autre chose, en sortant de son environnement habituel et en essayant de faire des choses différentes, que là, on a vraiment les meilleures idées. Mais parce que vous êtes libre aussi de laisser en fait votre regard, vos intuitions, vos impressions aussi vous nourrir. Donc c'est important en fait. C'est le côté en fait c'est le côté poser aussi son cerveau et laisser en fait l'émotion, enfin le côté en fait qui est plus de la part du cœur. On pourra revenir au livre après, qui est le côté qui est plus de la part du cœur, plutôt que du sens de l'émotion, de la réceptibilité, plutôt que le sens du mental, à vouloir vraiment. Voilà. Et c'est là où vous pouvez créer quelque chose. La cuisine, vous ne pouvez pas la faire sans cœur. Enfin, moi, je ne pense pas. C'est avant tout, c'est ça. Donc, ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a une part de souffrance dans ce processus créatif ? Oui, complètement. Je pense comme chaque artiste. Ouais. Il y a le syndrome de la page blanche. Il est difficile ce syndrome. Ça arrive des fois que je bloque, mais des fois c'est pas non plus évident tout le temps parce qu'on nous demande d'être créatif. Enfin moi je me demande d'être créatif donc et je veux pas refaire la même chose. Voilà, on peut pas tourner en rond. Et des fois oui c'est pas si facile que ça. Et la création c'est pas non plus, on n'est pas des machines à créer quoi. C'est clair. La création c'est de l'inspiration. L'inspiration vous l'avez comme je viens de vous parler de par vos voyages, Mais si vous êtes toujours bloqué dans votre restaurant, à un moment l'inspiration, vous l'avez moins aussi. Donc là, ça peut arriver à tout le monde. Et puis à un moment, on n'est pas des machines, quoi. Enfin, à un moment, quand c'est comme ça, voilà, j'essaie de me calmer un peu. Voilà. Bon, souvent, je m'énerve un peu, mais un peu beaucoup, mais sinon, ça. Est-ce que vous avez appris des choses sur vous-même en travaillant de cette façon, comme vous le faites ? Oui. J'ai appris je suis quelqu'un qui a tendance à être angoissé, J'ai appris à prendre sur moi quand même, surtout on va dire ces dernières années. Les premières années, c'était dur. Et quand on a les doubles casquettes, c'est-à-dire qu'on est entrepreneur et qu'on est chef de cuisine, c'est deux jeux. Donc on a les deux, sur les employés et sur nous-mêmes. Donc c'est difficile. Là, on va dire que ces derniers temps, ça a été mieux. Bon, il y a des fois des frictions, ça arrive toujours. Attention, on n'est pas parfait. Et moi, j'ai mon caractère aussi, donc je me laisse pas faire non plus. Mais on apprend à gérer autrement, avec le temps. Parce qu'on a plus d'expérience, tout simplement. Et c'est mon premier restaurant. Il y a des choses que je ne referai pas, mais il y a des choses que je ferai. Qu'est-ce que vous ne referiez pas, par exemple ? Du managing que j'ai mal fait, un moment, des choses comme ça, oui. Ouais. Mais vous êtes améliorée dans ce domaine-là ? Ouais, je pense. Après, je ne suis pas encore parfaite, parce que des fois, ça m'arrive de m'énerver. Et puis, en général, on cherche, on me trouve aussi. Vous êtes du genre à hurler dans les cuisines ? Non, ça m'arrive jamais. Au contraire, j'essaye d'être... mais ça m'est arrivé une fois, parce qu'on m'a poussée aussi. Mais en général, non, je ne hurle pas. Et cette fois, ça vous a marqué, j'ai l'impression. Oui. Ouais. C'est très rare quand on me fait vraiment sortir. Par contre, oui, quand j'ai quelque chose à dire, je l'ai dit. Ça, c'est pas un problème. Mais ça m'est arrivé une fois et voilà, je m'en veux assez. Enfin, je m'en veux, c'est fait. Mais j'aime pas. Je trouve que c'est pas la façon dont. C'est pas cette image qu'il faut. Et puis, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Par contre, il faut dire les choses et il faut pas se laisser marcher dessus non plus.
Ouais, c'est vrai. Ça, c'est important aussi. Il faut trouver le juste faut arrêter milieu. aussi de dire, oui, bon, maintenant, c'est un peu comme ces nouvelles façons, voilà. Je ne juge pas, mais dire, bon, on est permissif, voilà. Non, c'est pas vrai. Parce que quand vous donnez ça, on vous prend ça. Ouais. Donc, c'est savoir être Donc, ferme. il faut être ferme, mais il faut être ferme, mais juste. C'est ça. Il n'y a pas... Voilà. Mais il faut rester ferme parce qu'on est quand même aux commandes. On est quand même chef d'entreprise. On fait quand même les salaires à la fin. On a quand même une pression. C'est nous qui avons la pression des clients, de tout. Donc, à un moment, il faut être conscient que oui, on a à être respecté et que voilà, ça, c'est important. Donc, finalement, vous avez appris beaucoup de choses sur la nature humaine. Oui. Mais on apprend toujours et tous les jours. De toute façon, c'est inépuisable. C'est intarissable. Ouais. Alors, Claire, vous voyez où dans 10 ans ? J'ai du mal à me voir dans un mois, parce qu'avec ce qui se passe, c'est un peu compliqué. On ne va pas se leurrer. C'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas. J'aimerais faire quelque chose. Je veux garder l'ONA dans son jus, celui qui existe, mais je veux en faire un autre. Quelque chose. Je ne peux pas en parler trop, parce que c'est un projet que j'ai et je vais essayer de développer. Mais oui, c'est bien de ne pas toujours en dire trop tant que c'est pas fait. Mais ça sera quelque chose qui sera totalement cohérent dans ce que j'ai fait, mais poussé à... Voilà, ça sera quelque chose dans la même lignée, mais géré d'une autre façon. D'accord. Voilà. Écoutez Claire, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. C'est surtout là où ça commence à compliquer. Ça dure 1 minute 30. Allez, on y va. Est-ce que vous êtes prête ? C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Boire un jus citron. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Ah si, je suis sur Paroles de Prévert en ce moment. Ouais. Quelle est votre dernière folie financière ? Je passe le tour. Joker. Que faites-vous dans les moments de très grosse déprime ? Je mange une glace. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? Râler. Dans quel restaurant vous rêvez de manger quand ce sera possible, bien sûr, et pourquoi ? J'aimerais bien aller manger chez Kei Kobayashi. Parce que ça fait un moment que je suis ce chef. Et je suis assez proche de son univers aussi qui est très végétal, sur le Japon, etc. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? De suivre mes rêves. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Je ne sais pas personnellement sur les autres, mais je dis, je sais pas, aux forces du vivant, aux forces de la nature. Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose d'illégal ? Hier. On peut savoir ce que c'est ? Ne pas être à la maison à 18h. C'était facile. Si vous pouviez inviter une personne à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Une personne à ma table ? Allez, Boris Vian. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Ma générosité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Je râle. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Comment dire ? Je sais ce que je fais. Je remercie. Merci beaucoup Claire d'avoir joué le jeu. Je sais que vous êtes levée très très tôt ce matin pour honorer d'autres rendez-vous. Je sais que c'est pas évident de faire un entretien en fin de journée, mais vous l'avez fait, vous avez accepté quand même de venir. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour ça, merci pour votre temps. Merci. Pour tout ce que vous avez J'ai fait délivré. de mon mieux parce que oui, un petit peu, voilà. Mais je vous remercie sincèrement pour ça, Claire. Vraiment, c'était hyper enrichissant de pouvoir échanger avec vous. J'ai juste une dernière question. Vous remerciez qui avant de dormir si ce n'est pas indiscret ? L'univers pour m'avoir donné tout ça. D'accord, donc beaucoup de gratitude pour tout ce qui vous arrive. Si on veut en savoir davantage sur vous, sur tout ce que vous faites, où peut-on vous retrouver ? Sur les pages Insta, en privé, en public aussi. Il y a Ona, il y a Claire Vallée. En général, c'est les mêmes. Et sur Facebook aussi. Et le site internet, après, va être mis à jour aussi. Alors sinon, il y a la presse aussi, les émissions télé, le Manal Show. Voilà, vous savez tout. Comme ça, vous aurez toutes les... Très bien. De toute façon, je partagerai tous les liens sur notre site, lemanalshow.com. Voilà. Merci encore Claire Vallée. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci à vous.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez apprécié cet entretien, la meilleure façon de soutenir mon travail et celui de mon équipe est de laisser un avis positif, et vous pouvez ajouter un petit message si vous le souhaitez, parce que ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mais chaque avis positif fera la différence, donc je compte sur vous. Vous pouvez également rejoindre notre groupe privé en vous inscrivant gratuitement sur le site lemanalshow.com pour recevoir tous les contenus exclusifs que je vous envoie chaque semaine. Je partage les meilleures ressources possibles pour développer vos connaissances et vos compétences dans plein de domaines différents, et je sélectionne uniquement le meilleur que je prends soin de vous déposer délicatement dans votre boîte mail. Donc n'hésitez pas à rejoindre le club en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou en allant directement sur le site lemanalshow.com. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Ciao!